Bonjour, me voilà de retour. Alors aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui concerne d'abord principalement ta vie professionnelle, mais il n'empêche que c'est quelque chose que tu peux appliquer éventuellement si tu as des activités bénévoles. Ça arrive, beaucoup d'entre nous en ont, parce que tout type de réunion, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle se fasse dans le cadre bénévole, a toujours besoin d'un minimum de structure. Pourquoi est-ce que je veux discuter de ça aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, j'entends pas mal de gens autour de moi parler de leur fatigue à devoir participer à des réunions, qu'elles soient online principalement pour le moment, mais éventuellement aussi en présentiel, parce que souvent, ils sortent de ces réunions pas nécessairement satisfaits avec le résultat ou la manière dont la réunion a été conduite, et du coup, quelque part, parce qu'ils sortent relativement frustrés, mécontents, ou n'ayant pas l'impression d'avoir fait avancer quoi que ce soit, quand la prochaine réunion arrive, quelque part, il y a une lassitude qui s'installe. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement perturbant pour la suite de la conduite, et particulièrement quand il s'agit d'un projet qui va demander pas mal de réunions. Alors, je vais te donner 3 points de repère. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose qu'on pourra éventuellement de loin approfondir encore. Mais je voudrais simplement te faire réfléchir à ceci. En gros, il existe 2 grands types de réunions, plus celle qu'on appelle le brainstorming. Alors, tu l'as déjà entendu, je reviendrai dessus tout à l'heure, et je pense que la plupart des gens savent ce que c'est, et tu dois sans doute savoir aussi. Donc, prenons plutôt les deux autres. La première réunion, c'est celle que j'appelle la réunion d'information. La réunion d'information, c'est une réunion qui, la plupart du temps, se fait dans un grand groupe. À savoir, tu es convié à assister à une réunion parce que tu dois recevoir des informations. Si la structure de la réunion a été clairement définie, tu vas rentrer dans cette réunion, éventuellement, si tu es physiquement présent, tu vas peut-être te rendre compte que la disposition de la salle fait que tu vas vite te rendre compte qu'on est dans une espèce d'interaction plus informative. Pourquoi? Exemple, si tu as une disposition, par exemple, comme si tu étais dans une salle de classe, eh bien, tu as plus facilement un cas de réunion qui sera informatif. Pourquoi? Parce que tu as une personne qui va être devant tout le monde, qui doit pouvoir être vue par tout le monde et qui va donner des informations. Alors, ça peut être une conférence durant laquelle tu vas recevoir des informations, ça peut être dans ton entreprise. Imagine que c'est le début du nouveau trimestre, que vous avez une mécanique régulière dans la société qui veut que chaque début de trimestre, il y a une espèce de moment de mise au point qui est proposé dans la société. Eh bien, tu vas avoir en fait un type de réunion qui s'appelle les réunions d'information. Personnellement, je pense que c'est idéal de le mentionner au moment où tu invites les gens à venir en réunion. Pourquoi? Parce que cela sous-entend qu'ils n'ont pas besoin nécessairement d'interagir, qu'ils sont conviés à la réunion, voire qu'ils sont obligés d'y être présents, mais que quelque part, on ne va pas leur demander de participer, de donner des réponses, de poser des questions. Ça peut être le cas, ce n'est pas obligatoire. Dans les réunions d'information, tu as des réunions d'information qui sont stricto sensu, vous recevez des informations. Quand vous avez pris note de ce que vous devez connaître, vous devez simplement quitter la réunion et il n'y a aucun échange entre la personne qui fournit les informations ou les personnes et toi, ni les autres dans la salle. Et puis dans les réunions d'information, il y a aussi des réunions dans lesquelles tu peux avoir la possibilité de poser ce qu'on appelle des questions de clarification souvent, c'est-à-dire si tu n'as pas compris quelque chose correctement, à ce moment-là, tu peux effectivement te dire j'ai besoin de poser une question supplémentaire et c'est autorisé éventuellement pendant un laps de temps. Ce sont des réunions qui sont passives pour les participants la plupart du temps. Ce ne sont pas les réunions les plus excitantes du monde, voire ce sont des réunions qui ennuient profondément les gens.
Elles ne doivent pas avoir lieu de façon trop régulière parce que comme on n'est absolument pas impliqué dans la réunion et qu'on ne demande souvent pas aux participants de pouvoir interagir, ce sont des réunions où, je te promets, si tu observes l'auditoire qui est devant toi, tu vas les voir tous penchés en avant parce qu'ils seront sur leur GSM, en train de chipoter, de lire des emails, que sais-je, mais ils seront occupés à faire autre chose. Certains seront occupés à prendre des notes, ils sont plus rares. Et ce sont des réunions où les gens s'endorment, surtout si elles sont trop longues. Alors, pourquoi est-ce que je parle du GSM? Eh bien, pour une raison toute simple, tu vas m'entendre répéter ça de façon régulière. Fais le test, mets-toi sur quelque chose. À la limite, mets-toi même devant un épisode d'une série que tu as envie de regarder. Et au moment où tu es branché sur ta série, prends ton GSM et commence à chipoter dessus. Et essaye de te souvenir de ce qui a été dit dans la série, de l'information qui a été échangée dans un dialogue, d'une image éventuellement que tu n'as pas vue et pour laquelle tu vas même reculer. En fait, il est démontré que le multitasking, comme on explique ça ne fonctionne pas. Il y a certaines choses qu'on peut faire en même temps. Je peux être au téléphone avec quelqu'un et tourner dans ma casserole pour m'assurer que mon risotto continue à cuire correctement. Mais ça ne demande pas d'avoir deux cerveaux. Tandis que être sur son GSM et de regarder ou d'écouter une conférence qui est donnée ou une information qui est fournie, tu vas louper quelque chose qui t'est dit. Donc, il est important de faire attention à ce type de réunion et de les limiter autant que faire se peut. Ou en tout cas, je te le conseille, même si tu n'es pas quelqu'un qui est apprécié pour ça, la première chose que je ferai avec les personnes qui sont là, c'est de leur faire couper leur GSM. Parce que je t'assure que si tu veux être efficace dans une réunion, il n'y a pas 10 000 solutions. Le deuxième type de réunion qui est tout à fait différente et qui va vraiment demander une interaction, c'est une réunion qu'on appelle de décision. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle la réunion de décision? Ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement des décisions qui sont prises à la fin, mais qu'il y aura quelque part des conclusions. Il y aura une conclusion qui va être faite, voire qui va donner lieu à des suivis. Et c'est comme ça qu'on appelle ces réunions des réunions de décision. Complètement différent. C'est une réunion dans laquelle ta participation est probablement attendue, voire éventuellement tu vas recevoir une demande comme quoi tu vas devoir présenter quelque chose pendant cette réunion. Ce sont des réunions durant lesquelles les interactions sont beaucoup plus endiablées parce que les gens veulent pouvoir participer, exprimer leur accord, leur désaccord, poser des questions, donner leur avis. Ce type de réunion est hyper énergique et peut l'être vraiment de façon correcte, mais de nouveau, il faut faire super attention à la manière dont elle est structurée. Très souvent, elle n'est pas structurée. Alors oui, tu sais que la personne t'a invité, tu sais qu'il y a 3 personnes qui vont devoir présenter quelque chose parce que tu as reçu un espèce d'ordre du jour ou en tout cas tu sais de quoi il s'agit et ça s'arrête là. La réunion est supposée durer pendant un certain temps, mais combien de fois ce temps n'a-t-il pas débordé? Parce qu'au moment où se terminait l'espace-temps qui avait été défini pour la réunion, les discussions étaient toujours en cours. On n'avait pas encore pris de décision et on ne savait pas encore comment on allait fonctionner pour la suite. De nouveau, mécanique de fonctionnement qui n'est pas suffisamment bien structurée va engendrer des frustrations. Je suis certaine qu'il t'est déjà arrivé de sortir d'une réunion qui n'avait pas été bien structurée, d'avoir débordé sur le temps, et puis de te rendre compte qu'en définitive, on a dû faire tout à la va-vite à la fin de la réunion, et les décisions qui sont prises n'ont pas été mûrement réfléchies. Donc, une fois encore, il faut structurer la réunion. Si tu peux vraiment définir des espaces, et si tu sais vers où tu veux aller, tu dois allouer le temps nécessaire pour pouvoir faire ce que tu as prévu. Ça veut aussi dire limiter le temps des échanges pour que tu ne donnes pas à la possibilité à tout le monde de s'exprimer sans devoir réfléchir à ce qu'ils doivent exprimer et en étant trop volubile, en étant trop bavard, en prenant trop de temps par rapport aux autres. Pour faire une bonne réunion, il faut mettre une structure. Alors, je te promets qu'on reviendra
sur cette structure parce qu'il existe des tas de méthodologies qui sont vachement efficaces et qui peuvent vraiment faire la différence. Mais je voulais déjà te faire prendre conscience qu'il y a une vraie différence et que chaque réunion à sa manière demande qu'il y ait une certaine structure. Chaque réunion à sa manière va engendrer l'attitude des gens qui y participent qui va être modifiée. Tu auras beaucoup plus de passivité et moins d'intérêt dans une réunion d'information, sauf si on vous apprend une augmentation de salaire, ça pourrait peut-être marcher, et encore, que dans une réunion qui doit être une réunion où tu vas prendre des décisions, parce que là, au moins, tu peux te sentir impliqué. Maintenant, je terminerai cette petite vidéo en t'expliquant ce que c'est le brainstorming, ou brainstorming, comme on dit en français. Ce sont des réunions qui n'ont aucun but autre que échanger des idées. Alors, pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que le brainstorming ne devrait jamais donner lieu à des décisions à la fin de l'échange. Le brainstorming, ça veut dire quoi? Ça veut dire secouer les neurones, ça veut dire donner toutes les idées qui nous passent par la tête. Ce sont des réunions qui sont parfois extrêmement utiles. Et il n'y a pas très longtemps, je discutais avec une de mes nièces qui m'expliquait que parce qu'elle est confinée chez elle et qu'elle est en télétravail depuis des semaines et des mois, elle a l'impression qu'elle n'a plus aucune créativité. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait appel à son équipe et elle a dit, écoutez les gars, est-ce qu'on peut faire des brainstorming au moins une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, parce que j'ai besoin qu'on me challenge, j'ai besoin de pouvoir discuter avec vous, j'ai besoin de vous entendre suggérer d'autres idées, parce que j'ai l'impression que je finis par me perdre. Donc en fait, le brainstorming a quelque chose de super intéressant, c'est que tu mets plusieurs personnes dans une pièce, tu leur donnes un sujet et tu les laisses partir dans tous les sens. Et laisse-les partir dans tous les sens. Parce que même si les idées vont peut-être te paraître complètement folles, tu verras que d'une idée complètement folle, on tire parfois un petit diamant, une petite idée extraordinaire qui en découle et qui peut vraiment devenir super utile. Mais quand tu rentres dans une réunion de brainstorming, c'est décontracté. Les gens qui ont envie de participer le font comme ils veulent. Tu as un temps limité, tu échanges des idées et tu collectes ces idées. Enregistre-toi si tu es sur une vidéo. Si tu es en présentiel et que tu as une réunion physique avec tes collègues, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne des notes. Alors, soit vous mettez des méthodologies en place du style chaque idée doit être mise sur un post-it et collée sur un tableau de manière à ce que tu puisses collecter les post-it après et en faire une espèce de rapport de réunion. N'importe quoi. Il y a des tas d'outils aussi qui existent sur Internet pour ce genre de choses. Mais sois créatif, sois structuré et aie quelqu'un pour prendre des notes. Voilà. C'était une introduction aux 3 grands types de réunions. Je te promets qu'on reviendra dessus progressivement. J'essaierai de te donner des moyens de communication, des outils pour pouvoir mener les réunions. Mais j'espère que ça va déjà te faire un tout petit peu réfléchir à la manière dont vous fonctionnez, dont toi tu fonctionnes, dont éventuellement toi tu organises des réunions, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de tes activités en dehors de ton travail, parce que je te promets que si tu trouves les moyens d'avoir des bonnes méthodes de structure pour tes réunions, quelles qu'elles soient, tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir te sentir énergisé, positivement, parce que chaque réunion mènera au but que tu as décidé d'atteindre et elle sera utile et tu sauras choisir la bonne réunion avec le bon but à atteindre. Voilà. Bonne communication avec tes collègues, bonne communication dans ton bénévolat, bonne communication en général et à la prochaine fois. Salut!